Faucon. À 3 jours du second tour, le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a accusé ce matin Emmanuel Macron d'être intervenu pour aider au retrait de Sarah Knafo. La réponse de Sarah Knafo: Monsieur Grégoire, vous sortez d'un débat où vous vous êtes montré calamiteux, alors vous paniquez, sombrez dans le complotisme. Je vous souhaite une bonne défaite, je crois, a-t-elle écrit, avec beaucoup d'intelligence et, disons-le, pragmatisme. Et Emmanuel Macron a personnellement démenti être intervenu, évidemment. Le chef de l'État a jugé que les accusations du socialiste le déshonorent. Ses propos n'ont aucun sens. Il déshonore un peu la personne qui les dit comme ça. Écoutez, Emmanuel Grégoire, il était ce matin sur France Info. Emmanuel Macron est intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo. Mais quels sont ces niveaux ? Auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête, etc. Que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet, d'abord est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne, mais deuxièmement, traduit une faute morale majeure. Je dis clairement que Emmanuel Macron a désormais l'habitude de montrer son double discours entre les grands principes qu'il énonce et les petites manœuvres qu'il met en œuvre. Et vraiment, je le dis, Emmanuel Macron porte une responsabilité immense dans l'effondrement moral et politique du pays. Le vent tourne, madame, messieurs. Le vent tourne. Ouais, d'abord, j'ai compris hier soir que madame Chikirou veut faire perdre sans doute monsieur Grégoire. Ouais. Donc que les électeurs de la France Insoumise ne vont pas forcément voter pour monsieur Grégoire, et que arithmétiquement, madame Dati est plutôt mieux placée aujourd'hui que la semaine dernière. C'est ça, la triangulaire avec Chikirou présente, Emmanuel Grégoire et donc Rachida Dati était finalement l'option la plus favorable pour la droite Rachida gagne pas dimanche, mais ça ne gagnera jamais, ça c'est sûr. Mais ça se jouera visiblement à rien du tout. Contrairement aux années précédentes ou aux élections précédentes, pardonnez-moi, où finalement il y avait une vague à gauche c'est les plus électeurs importante de Paris qui vont chaque bulletin. C'est ça, vote direct. Vote direct. On n'avait jamais vécu ça, faut le rappeler. C'est la loi Paris-Marseille-Lyon. On l'a vécu, mais vous n'étiez pas né. Vous l'aviez vécu. Évidemment, c'était le grand chelem. Chirac faisait le grand chelem. Jacques Chirac, la première élection de Paris, parce qu'en fait, à Paris, il n'y a pas eu de maire pendant 100 ans. Mais c'est la punition pour la commune. Voilà. Et le Sacré-Cœur. Donc le premier maire de Paris, de la période moderne, c'est Jacques Chirac en 1977, qui est élu face à Michel Dornano. Et qui était Dornano, qui était un ami de Giscard, centriste, UDF, et évidemment Chirac en 77, c'est l'apogée du RPR, quoi. C'est le début du RPR. Le RPR a été fondé en 76. Et il fait ce qu'on appelle à l'époque le grand chelem. Il va le faire en 77, sans doute le fait-il encore en 83, peut-être encore en 89, c'est-à-dire qu'il prenait tous les arrondissements. Tous les arrondissements étaient chiraciens. Donc tous les arrondissements étaient bleus. Après, je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et après, il y a eu Jean Tibéry. Et après, il y a eu effectivement Jean Tibéry. Et jusqu'en 2001, il y a eu des maires de droite. En 2001, la division à droite qui fait aussi que Jean Tibéry perd, et ça se joue pas grand chose entre Bertrand Delanoë et Tibéry. Et 25 ans plus tard, on vit le scénario inverse. C'est l'histoire de la droite, Elliot. C'est l'histoire de la droite, c'est-à-dire que c'est Philippe Seguin, je crois, et Tibéry qui s'affrontent, mais de Giscard, Chirac en 81, l'histoire de la droite, quand on dit la droite la plus bête du monde, la machine à fabriquer la défaite volontaire, tous ces termes-là, les divisions sont au cœur de la droite. Alors que là, pour la première fois, on a un rassemblement de la droite. Exactement. Un petit qui démarre. Un petit, on n'est pas encore. C'est retiré. Alors, il faut voir ce que vont faire les électeurs. Parce que les électeurs de Pierre-Yves Bournazel, il y a un tiers qui vont aller chez Grégoire. Il y a du centre-gauche, il y a du centre, ça peut aller chez Emmanuel Grégoire. Bon, il a répondu quand même, Emmanuel Macron, à Bruxelles en plus. Je suis même étonné qu'il ait répondu. Moi aussi, ça m'a beaucoup frappé. On lui a posé la question. Il désavoue complètement. Parce que généralement, c'est l'entourage qui répond. Ça avait commencé comme ça. L'entourage a commencé par répondre. Dépêche ce matin. Elisabeth Assayag. Non, mais moi aussi, ça m'a beaucoup frappé que le président, le chef de l'État, lui-même, désavoue au micro des journalistes Emmanuel Grégoire. Et en plus de ça, moi j'ai trouvé que c'était vicieux, c'est perfide ce qu'il a fait Emmanuel Grégoire, parce que s'attaquer au chef de l'État, c'est aller vers les failles du chef de l'État sur son côté double discours, le en même temps, donc c'est sûr qu'il a dû fomenter des choses. Il a raté son débat d'hier, et pour qu'on détourne l'attention, il parle du chef de l'État.
Georges Fenech et après on écoute le président Macron. Je trouve ça véritablement très bas de la part de Grégoire. Soit il a des preuves, effectivement. Et il les donne. Et il balance le chef de l'État, quand même. Bien sûr. Soit il a que des rumeurs et il se tait, quoi. Mais donc c'est pas responsable. C'est pas on a découvert effectivement quelqu'un qui était hier fébrile et lui aussi qui n'a pas un charisme immense. Est-ce qu'on peut l'écouter, Emmanuel Macron? Ces propos n'ont aucun sens. Il déshonore un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire. Donc les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain. Mais tout ça est strictement faux et je crois n'est pas à la hauteur. C'est pas au niveau. Mais oui, il a été interrogé dans quel cadre? C'était un micro tendu, c'est pour ça. Il n'aurait pas parlé s'il n'avait pas rencontré les gens issus non plus. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, c'est dans le cadre d'un Conseil européen, donc à Bruxelles. On est en pleine réunion sur la guerre en Iran, et la question vient comme ça. Mais Emmanuel Grégoire, pourquoi il voulait pas de Sofia Chikirou lors du débat sur BFM? Parce qu'évidemment, c'était lui offrir une vitrine et potentiellement un électorat et un tremplin. Et c'est là où elle a été habile. Elle a été habile parce qu'elle a donné une image d'elle bien meilleure que celle qu'on avait d'elle. Mais c'est là où Rachida Dati a été remarquable aussi, parce que Rachida Dati, elle avait besoin que Sofia Chikirou soit au débat pour la faire monter et diviser la gauche. Exactement. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Rachida Dati? Elle a accepté le débat au début en disant très bien, on fait un face-à-face avec Emmanuel Grégoire. Puis elle appelle CNews où elle demande une interview le matin sur CNews. Ça devait être Michel Barnier, finalement c'est Rachida Dati. Et qu'est-ce qu'elle dit dans l'interview avec Laurence Ferrari? C'est Emmanuel Grégoire qui a refusé Sofia Chikirou. Comme ça, le débat était prévu. Emmanuel Grégoire se retrouve acculé et est obligé d'accepter la venue de Sofia Chikirou. Il n'a pas été malin. Non, du tout. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, effectivement. Et Rachida Dati est assez habile dans ces cas-là. Et à plusieurs reprises, elle disait hier, vous avez raison, Madame Chikirou, vous avez raison. Je suis d'accord avec Madame Chikirou. À plusieurs reprises, elle était comme si elles étaient liées deux contre. Et regardez, Marseille, débat sur le service public ce soir. Benoît Payan, Franck Alizio. Franck Alizio, il a dit il n'y aura pas Martine Vassal. Parce que lui, comme Emmanuel Grégoire à Paris, c'est l'inverse, là c'est la droite. Il veut pas diviser ses voix, donc il veut pas du tout de Martine Vassal. Et là, il s'est pas fait avoir. Et il y aura vraiment un duel Benoît Payan, Franck Alizio. Et ça permettra en plus à Martine Vassal de ne pas redire travail, famille, patrie, comme elle l'avait dit lors du premier débat. C'est vrai que Martine Vassal. Ça pourrait lui échapper à nouveau, donc il vaut mieux qu'elle fasse. J'ai entendu son porte-parole ce matin. Il va prendre un tir. Déjà le nom, mais c'est pas qu'il va prendre un tir, c'est que. Je vous assure, je ne sais pas s'il m'entend ce porte-parole. Mais on va la séquence. Il nous appelle au 01 80 20 39 21. Ça vaut le coup. En fait, il explique, il donne les raisons pour lesquelles M. Payan sera réélu. C'est ça qui est extraordinaire. Les LR, c'est incompréhensible la position de Martine Vassal, sauf à vouloir sauver son petit siège. La présidence de la métropole de Marseille. Mais elle ne sera jamais présidente de la métropole. C'est un élément de langage. Ça a dû se négocier. Ça, on parie. Non, mais vous voulez qu'on parie ou pas? On parie un canapé Ikea. Ça vous en fera 3. Une remarque, on a un suspense, ça c'est quand même assez rare, pour les 3 villes principales. Paris, il y a un suspense. Oui. Marseille, il y a encore un suspense. Oui, et Lyon aussi. Mais vous avez rajouté Nice. Et Lyon aussi. Rajouté Toulouse. Et Toulouse. Oui, mais les 3 premières villes de France. Les 3 premières villes de France, c'est la première fois. Mais qu'est-ce qui est plié? À Nice. Oh là, je suis pas sûr. D'ailleurs, Lyon, j'ai des Lyonnais qui m'ont écrit, des Lyonnais de droite, qui sont restés chez eux au premier tour parce qu'ils ont été très surpris de la campagne de Jean-Michel Aulas, qui a passé sa campagne à frapper à taper sur le candidat d'Éric Ciotti de l'UDR, qui n'a pas parlé de sécurité, qui n'a pas parlé de propreté, qui veut construire un tunnel de plusieurs millions d'euros autour de Lyon et qui n'était pas sur les vrais sujets. Donc on voit qu'il y a eu une vraie erreur de casting de la droite autour de Jean-Michel Aulas. Et c'est pas parce qu'on a été patron de club qu'on peut être maire de ville. Vous pariez des formations. Mais là, pardonnez-moi. Franchement, vous êtes de mauvaise foi. Là, vous êtes de mauvaise foi. Le problème de Jean-Michel, il n'est pas là, de Jean-Michel Aulas. Et vous le savez bien, c'est qu'il est apparu tout simplement fatigué. Moi, j'ai connu Jean-Michel Aulas. Il a fait de la politique aussi. Il a préféré taper sur la droite que parler du bilan de Grégory Doucet. J'ai connu Jean-Michel. L'argument de Jospin, c'est attention. Hein. Non, mais tu peux être un peu fatigué. On ne peut pas jouer là-dessus. Il est apparu. Je dis, il est apparu dans l'avion pour Chirac. Mais d'abord, je dis ce que je veux, il n'y a pas de Jospin. Tout le monde a vu. Vous dites ce que vous voulez, mais attention. Mais attention.
argument, ça. Non, mais c'est pas un argument, mais tout le monde a vu dans le débat qu'il était un peu fatigué. Mais il était fatigué peut-être de manière momentanée. Oui, ça, c'est bon. Enfin, mais attention, vous êtes extraordinaire. Vous faites partie de ceux. Faut pas dire les choses en fait. C'est toujours la même chose avec vous. Il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, faut pas le dire. C'est-à-dire que tout le monde pense la même chose. Ah non, faut pas le dire. Là, faut pas le dire. Pourquoi faut pas dire la vérité? On n'attaque pas quelqu'un sur son physique, et pourquoi pas son état de santé. On dit pas que Joe Biden, par exemple, quand ça fait sens. Ouais. Non mais vous êtes sérieux. Et quand on a le président de la République, qu'on a eu François Mitterrand, il était en état de gouverner. On n'attaque pas aussi. C'est délicat. C'est délicat. Ouais. Ben moi, c'est surtout délicat de le laisser en place si un président a la bombe atomique et qu'il est fatigué et qu'il va il n'est pas chroniqueur sur CNews, quoi. C'est grave, il est fatigué. Excuse-moi. Examen médical, examen psychiatrique. Écoutez, un peu de bon sens. Je vais pas jusque là. Je pense que effectivement, d'ailleurs, c'est à l'entourage aussi de le dire. C'est comme si vous me disiez un homme qui a 88 ans et qui prend sa voiture, bah c'est délicat. Faut pas l'attaquer sur son physique. Bah c'est aux 6 enfants de piquer les clés. Pas comparer. Pas comparer. Pour vous réconcilier, c'est une énergie, une campagne. Bon, alors, il faut une limite d'âge pour être... Mais non, c'est pas ce que dit Pascal. Il dit juste qu'il faut être enfant pour mener une campagne. On ne peut pas faire une sieste entre 16h et 18h. Vous avez fait la bringue, vous êtes en pleine forme. Il est 16h44. Tu fais la bringue? Non, il faut dire, mais ça n'enlève rien aux qualités, à l'intelligence, à l'expérience de Jean-Michel. Mais il faut toujours être au plus près de la réalité. Il pourrait vous répondre, comme un certain Chirac, ça m'a pas fait rire. Eh oui. Mais il l'a pas insulté. Il a rien dit. Il a juste dit la campagne était peut-être moins dynamique. La soirée d'hier soir, Georges, elle t'a tourné la tête. Vraiment, c'est délicat. C'est délicat. Oui, mais je sais ce que vous pensez. Non, mais il n'a pas attaqué sur son état de santé. Il a juste dit il est fatigué, il faut être enfant pour mener une campagne. Je ne veux pas que la mairie de Lyon reste à Grégory Doucet. Ah, ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Je le retire, ça. Ah, pardon, retirez-le. Oui, ça, parce que ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Je suis lyonnais, moi. Oui, bah, j'ai peur. Non. Il est encore en soirée. Je retire. Allez, il est 16h45. Juste avant la pub, en plus, je chute à mon arrivée. Parti trop tôt. À tout. 16h45.